Les unités de la compagnie militaire privée Wagner ont pratiquement encerclé Bakhmout. Il ne reste qu'une seule route, l'étau se resserre. Si auparavant c'était l'armée professionnelle ukrainienne qui se battait contre nous, aujourd'hui nous voyons de plus en plus de personnes âgées et d'enfants. Donnez-leur la possibilité de quitter la ville. La ville est de fait encerclée. Petro Poroshenko, est-ce que vous, Ukrainiens, êtes en train de perdre Bakhmout ? Je n'entends pas ce que dit la journaliste. Ah, petit souci de traduction. Est-ce que l'ancien président ukrainien m'entend ? Je vous disais, est-ce que vous, les Ukrainiens, êtes en train de perdre Bakhmout ? La traduction est faite. І на мене теж. On a un petit souci de traduction qu'on est en train de régler, parce que c'est très important évidemment d'entendre la parole de l'ancien président ukrainien. Faites-moi signe dès que la traduction est réglée. Général, on voit la situation extrêmement inquiétante. Les Ukrainiens qui détruisent un pont pour empêcher les Russes d'avancer. Est-ce que cette fois-ci, on sait que Bakhmout est déjà perdu ? La ville, de toute façon, est presque encerclée, mais ça fait quand même plusieurs jours qu'on voit bien que les forces ukrainiennes s'engagent dans un repli organisé. Je dirais que le fait que le pont soit détruit est une preuve définitive qu'effectivement, ils ont réussi à retirer les troupes qui étaient en partie dans Bakhmout, parce que le pont, c'est au milieu de Bakhmout, je crois. Donc, de toute façon, il y a encore une partie du terrain qui doit encore être contrôlée par l'armée ukrainienne. Donc, elle se replie, je dirais, vraisemblablement en bon ordre. Et d'ailleurs, je viens de lire un tweet de Didier François qui le rappelle très justement, en disant qu'en fait, dès lors qu'on détruit un pont, c'est vrai qu'on l'oubliait, ça veut dire que tout le matériel lourd a été passé de l'autre côté. Donc déjà, l'armée ukrainienne a dû évacuer son matériel lourd. Maintenant que les Russes disent qu'ils ont pris la ville, oui, c'est vraisemblable, ils en sont pas loin. Maintenant, ce qu'on disait tout à l'heure, tant que les Russes n'ont pas dépassé la ville, et la ville n'est pas prise, c'est qu'il y aura toujours de la résistance. Voilà, on en est aujourd'hui. Donc, avant de proclamer la chute de Bakhmout, même si elle est possible, sinon vraisemblable, pour l'instant, on n'en est pas là. On est encore dans une ville qui est défendue par les Ukrainiens. Elle est défendue en ordre. Et tant que les Russes n'auront pas dépassé cette ville, c'est-à-dire qu'ils l'auront vraiment tout à fait sous son contrôle, on ne pourra pas dire que la bataille de Bakhmout est perdue pour les Ukrainiens. Thomas Friand. Je ne peux que souscrire à ce que le général a dit. On se renvoie la balle sur cette notion de dépasser la ville tout à l'heure. Ce qui est important de voir, c'est que va faire le pouvoir ukrainien de ce repli organisé. On peut imaginer qu'il va reconcentrer ses forces sur le hub logistique et militaire de Kramatorsk pour pouvoir préparer la bataille de l'arrière-front de Bakhmout. Ce qui est intéressant, c'est que Bakhmout est devenu un symbole en 7 mois de bataille, d'une bataille d'attrition extrêmement lourde, sur lequel évidemment les Ukrainiens ont investi des sacrifices humains et militaires lourds, mais qui a fixé les troupes russes, qui a même créé des tensions dans le système politique russe entre Prigojine et Poutine autour de cette bataille symbolique de qui a le pouvoir, qui fournit les munitions, qui peut revendiquer une victoire, etc., etc. On a vu différentes séquences autour de ça. Donc les Ukrainiens ont perdu du terrain, évidemment, ils ont perdu des vies, ils les ont perdus vaillamment, mais ils ont, je crois, aussi utilisé avec une prudence tactique extrêmement avisée la façon dont cette bataille a été menée. Et on parlait tout à l'heure de la ville de Sloviansk qui pourrait faire l'objet d'une bataille similaire avant que les Russes ne tentent une invasion de Kharkiv à nouveau. Eh bien, on pourrait imaginer qu'ayant déjà évacué les civils de Sloviansk, ils cherchent à produire la même bataille d'attrition à Sloviansk. Alors, la connexion est rétablie avec Petro Poroshenko, l'ancien président ukrainien. Merci d'être avec nous en direct sur LCI. Est-ce que vous pensez que les Ukrainiens sont en train de perdre Bakhmout ? Перша позиція. Офіційно ми приймаємо лише позицію Генерального штабу і Збройних сил України. І подібного повідомлення ми ще не маємо. De l'État ukrainien et nous n'avons pas cette information. Deuxièmement, nous avons des batailles sévères, féroces, près de Bakhmout et ils continuent. Troisièmement,
L'Ukraine ne se retire pas. Et le prix que paye aujourd'hui la Russie, qui a été annoncé hier officiellement par les représentants ukrainiens, c'est le ratio 1 à 7. Un Ukrainien périt, les Russes perdent 7 personnes. Et puis enfin, nous nous préparons pour une contre-attaque. Nous attendons impatiemment l'arrivée de l'équipement parce que nous avons des volontaires, nous avons des soldats entraînés et qui savent pourquoi ils se battent. Et nous attendons, selon les décisions de Ramstein, plus de milliers d'équipements, 3 bataillons de chars. Nous attendons les résultats de la rencontre d'aujourd'hui entre Scholz et Biden à Washington. Et nous savons que dans quelques semaines, nous allons recevoir l'aide française, les chars, les blindés et les missiles, la défense antiaérienne. Tout ça fait partie de notre plan de contre-attaque. Et parmi nos objectifs, Bakhmout sera parmi les premières priorités. Donc nous attendons la contre-attaque. Et personne n'entre en panique. Récemment, je suis revenu de Bakhmout, où j'ai rencontré les militaires ukrainiens. Ils seront déterminés pour riposter. Et aujourd'hui, l'Ukraine a suffisamment d'armes pour résister, mais pas suffisamment pour commencer une contre-attaque. Je suis convaincu que le mois de mars et le mois d'avril vont changer cette situation. Plus au nord de Bakhmout, Petro Poroshenko, dans la ville de Kupiansk, qui est la cible de bombardements russes permanents, les opérations d'évacuation ont déjà commencé, priorité aux plus vulnérables. Est-ce que c'est la preuve que les Ukrainiens redoutent l'offensive russe ? Je vous dis absolument sérieusement, ça fait 9 ans que la guerre continue et nous montrons au monde entier, c'est notre message principal. N'ayez pas peur de Poutine, n'ayez pas peur des Russes. Ne faites pas confiance au Poutine. Il monte toujours. Je veux vous rappeler l'action brillante de la libération de Kupiansk et de toute la région de Kharkiv, où nous avons fait la démonstration de meilleures capacités des forces armées ukrainiennes. En ce qui concerne l'évacuation de Kupiansk, je veux attirer votre attention aux catégories de population qui sont évacuées. L'Ukraine est un pays civilisé et responsable, un pays européen. Et aujourd'hui, la décision d'évacuation volontaire est prise concernant les enfants, les personnes en situation de handicap et qui ont des besoins spécifiques et des personnes âgées, c'est-à-dire ceux qui souffrent le plus des actes de crimes de guerre. Et nous faisons tout pour sauver la vie de chaque Ukrainien. Et je veux utiliser cette occasion pour remercier nos partenaires français pour avoir accueilli un grand nombre de déplacés, de femmes ukrainiennes, d'enfants ukrainiens, en sauvant leur vie. Et contrairement aux Russes, nous avons une haute estime de vie de chaque personne. C'est ainsi qu'on peut expliquer la tactique de l'État ukrainien, de cette évacuation à Kupiansk. Petro Poroshenko, une question face aux accusations de Vladimir Poutine hier, après l'opération Commando qui a été menée dans le sud de la Russie à la frontière avec l'Ukraine. On sait que les saboteurs qui ont mené cette opération meurtrière sont russes, opposés à Poutine, qu'ils soutiennent l'Ukraine, mais est-ce qu'ils ont agi sur ordre de Kiev ?
Encore une fois, j'ai 3 messages à vous faire passer. Ne croyez pas Poutine. Il a dit de nombreuses fois pendant les 9 dernières années que ce n'est pas lui qui a attaqué la Crimée, que ce n'est pas lui qui a attaqué Donbass. Puis il y a eu des démonstrations de nombreux passeports russes et de billets militaires. Et jusqu'à ce moment-là, il continue à dire que nous ne sommes pas dans ces territoires. Mon deuxième message: nous ne donnons pas de commentaires jusqu'aux résultats d'informations et annonces officielles par l'État ukrainien en ce qui concerne cet événement. Mais je voudrais insister que c'est très dangereux quand Poutine copie la méthode de Hitler. L'un des scénarios très dangereux, c'est la répétition du scénario de Glass pour excuser ces actes agressifs en direction de l'Ukraine. Je n'exclus pas que ça a été fait de manière à créer une provocation sous un autre drapeau. Mais nous connaissons ce modèle et nous n'allons pas nous faire avoir. Nous sommes intéressés d'arrêter cette guerre le plus rapidement possible. Nous avons besoin de 5 choses. C'est l'armement, nous en avons parlé. Deuxième chose, c'est les sanctions. Les sanctions doivent arrêter la possibilité par Poutine de financer la guerre. Troisième chose, c'est la justice. Poutine doit avoir sa responsabilité devant la justice. Quatrième chose, c'est le financement de l'État ukrainien et de son fonctionnement. Et cinquième chose, c'est l'intégration de l'Ukraine à l'OTAN en tant qu'une seule possibilité de garantir la sécurité durable sur tout le continent, puisque nous ne savons pas où Poutine peut apparaître demain. Personne ne peut prédire cela. C'est une personne folle et qui est dangereuse pour le monde entier. Merci beaucoup Petro Poroschenko d'avoir réagi en direct sur LCI. On comprend la détermination toujours plus forte malgré la difficulté à Barmout. Et je voudrais vous montrer cette image qui évidemment nous a interpellés, celle de Wagner qui parade sur les toits à Barmout. Alors on ne sait pas précisément où se trouvent ces mercenaires, à mon avis pas dans le centre de la ville, mais cette vidéo c'est tout un symbole et preuve que les Ukrainiens considèrent qu'il y a danger. Je vous le disais, ils ont détruit un pont qui permet d'accéder à la ville, une stratégie bien comprise par les Russes qui ont diffusé cette vidéo. En se retirant, l'armée ukrainienne a tout fait exploser. Elle a détruit toutes les infrastructures. C'est comme ça qu'ils cherchent à ralentir notre progression. Ici, c'est un pont en direction nord d'Artemovsk qui a été explosé. Nous avons dû franchir la rivière autrement et l'opération a été une réussite. On peut voir qu'ils détruisent tout pour nous ralentir. Les ponts, les communications, c'est principalement les infrastructures civiles. Ils font ça pour que nous ayons plus à reconstruire. Yves Bertoncini, est-ce que c'est la preuve que l'étau se resserre autour de Barmout? On en parle beaucoup, on en parle depuis 7 mois d'affrontements. On se demande combien de temps les Ukrainiens vont résister. Ils résistent toujours. Mais là, il y a un pont qui est détruit. Il y a aussi Kupiansk, plus au nord, on en parlera un peu plus tard, qui est en train d'être évacué en partie. Ça prouve que les choses sont en train de bouger. Absolument, mais ce qui est intéressant, le président Poroshenko a resitué ça dans les 9 ans de guerre, dit-il. Et donc, si on se situe à cette échelle-là, on est donc là dans un oblast qui a quand même été rattaché via des référendums fantoches à la Russie, et où les Ukrainiens avaient réussi à gagner du terrain. Et là, hélas, je le dis, ils en perdent. Et au fond, quand on écoute le président Poroshenko,
il le dit lui-même, on fait un repli tactique, mais on va revenir. On va revenir. Ça prouve bien que quand même, du point de vue ukrainien, il aurait fallu garder cette ville. Il y a eu d'énormes combats, Soledar, au-dessus, on en a souvent parlé ici. Petit à petit, les Russes grignotent. Alors, vous nous montrez les forces Wagner qui, en plus, font de la communication parce qu'il y a une rivalité avec l'armée régulière russe, ça a été dit. Et donc, d'une certaine manière, oui, les Russes vont pouvoir, probablement, puisque la ville est, semble-t-il, encerclée et que même l'ancien président dit qu'il y a un retrait tactique, vont pouvoir afficher une victoire. Simplement, ce qui est intéressant dans ce que dit le président Poroshenko, c'est que donc il faut qu'il puisse contre-attaquer à un moment ou à un autre, et puis il s'adresse là très clairement, y compris en mentionnant la rencontre du jour entre Scholz et Biden, à l'aide des Européens, l'aide occidentale, qui a sans doute été trop tardive, mais qui, quand elle arrivera, normalement, devrait permettre de réactiver le rapport de force de manière plus favorable pour les Ukrainiens. Aline Weick-Kramer, est-ce que ça vous inquiète ces images de voir évidemment, et ces images sont particulièrement tristes quand on voit les forces de Wagner parader sur des ruines en expliquant que potentiellement les Ukrainiens détruisent en ce moment des infrastructures civiles, et on est quand même dans le comble du cynisme quand on sait que leur stratégie a été de détruire de façon systématique et organisée, que ce soit les immeubles résidentiels et les fameuses infrastructures civiles. Quoi qu'il arrive à Bakhmout, parce que Poroshenko dit aussi, tant que c'est pas déclaré par les officiels ukrainiens, pour l'instant, ce n'est pas tombé. La situation est extrêmement difficile, ça on le sait, ça n'aurait échappé à personne. Ce qu'il dit aussi, c'est que oui, il y a besoin... pour mener la contre-offensive, c'est que c'est perdu provisoirement, comme à peu près ce qu'il qualifie de territoire provisoirement occupé, et qu'il y aura une contre-offensive ukrainienne certainement au printemps, et certainement victorieuse, si l'aide promise dans le fameux Téléthon international, les promesses de dons arrivent effectivement sur le terrain. Il y a un besoin d'armes pour pouvoir tenir. Ce qu'il disait, on a suffisamment pour résister et pas suffisamment pour mener la contre-offensive.